Bonjour à tous. Donc, je suis ravie de lancer cette édition de 12 au service autour du marketing de contenu au service de votre mécénat. Rapide introduction, ceux qui viennent régulièrement vont se dire que je radote, mais il y a toujours beaucoup de nouveaux, donc voilà. Je suis Thérèse Lemarchand, fondatrice de Coméon. On vous accueille ici au Village Baïséa, qui est la pépinière de l'innovation du Crédit Agricole, qu'on a intégré l'année dernière au mois de juin. Qui est une pépinière de 80 entreprises innovantes. Voilà, donc le format de 12, c'est un format qu'on a souhaité court et dynamique, de manière à ce qu'il puisse vraiment vous apporter à la fois de l'inspiration et du retour d'expérience de façon très opérationnelle dans vos métiers. On est très heureux d'accueillir aujourd'hui Nicolas Chétel et Serge-Henri Saint-Michel pour aborder ce sujet ô combien essentiel, puisque le participatif, c'est aussi embarquer les gens dans votre histoire. Et on n'est pas tous des conteurs nés, donc c'est intéressant de savoir que raconter et comment le raconter pour que ça ait l'impact souhaité. Donc un format court de 12 minutes d'intervention de chaque intervenant, 12 minutes d'échange entre eux et 20 minutes de questions-réponses avec la salle, pendant laquelle surtout poser toutes les questions que vous avez envie de poser. On est là pour travailler ensemble. Voilà. Oui, qu'est-ce que je voulais dire? Que les contenus sont enregistrés, donc vous pourrez retrouver sur le blog de Coméon l'enregistrement et la synthèse écrite de la séance. Ça fait référence aussi, c'est un peu dans la suite d'une séance qu'on avait faite autour des réseaux sociaux, de la communication sur les réseaux sociaux, si vous souhaitez approfondir le sujet qui vous intéressera également. Et je laisse la parole à nos intervenants. C'est Jérémy Fretin de Coméon qui animera cet échange. Bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver pour cette 8e session de 12, donc sur le marketing de contenu. Alors quand on parle de marketing de contenu aujourd'hui, ça peut vous faire penser à des articles de blog, des newsletters, un livre blanc, des vidéos, des serious games, plein de choses dont la production en fait devient un chantier qui est incontournable pour vos structures, notamment dans un objectif de valoriser toujours mieux vos projets et de continuer à maintenir un lien étroit avec vos publics. Donc on a voulu aborder cette thématique toujours dans l'esprit de 12 par rapport donc au mécénat et de s'interroger sur la manière dont le marketing de contenu pouvait nourrir efficacement votre mécénat et servir aussi à convertir en fait vos publics en potentiels donateurs. Donc en fait on s'est posé les questions suivantes. Qu'est-ce que le marketing de contenu? Quel type de contenu finalement vous avez la possibilité de produire? Pourquoi? À qui? Avec quels objectifs? Quels sont les écueils à éviter aujourd'hui lorsque vous cherchez à élaborer et structurer une stratégie de marketing de contenu? Quelles sont les tendances à venir? Et donc on va y répondre grâce à l'expertise de nos deux intervenants, que je remercie également d'avoir accepté de participer aujourd'hui à cette réflexion. Donc Nicolas Chétel, qui est le cofondateur d'Ozango, une société de production audiovisuelle dans le spectacle vivant, et également de Culture Digitale, qui est une société qui accompagne les institutions culturelles ou les institutions tout court dans la transformation digitale. Serge-Henri Saint-Michel, qui est consultant planeur stratégique pour la société Marketing PME, et également éditeur sur Marketing Professionnel, qui est un blog sur le digital dédié au marketing. Donc Serge-Henri, je te laisse introduire le propos. 12 minutes. Avant de faire démarrer le chrono, bonjour, je récuse le terme d'expert que je laisse au comptable. Voilà. Très bien. Donc, chrono. Le marketing de contenu au service de votre mécénat. On va commencer par un peu déconstruire l'oxymore et par poser un greffon et ensuite voir comment on peut traiter le sujet sous un angle stratégique. Alors donc, on déconstruit l'oxymore parce que je trouve que dans le sujet, le marketing de contenu, marketing au service de votre mécénat, généralement, ça ne matche pas bien en entreprise, on doit dire en organisation, on doit dire dans les associations. On a l'impression que d'un côté, on a les méchants, les commerciaux, les marketeurs, en fait, et puis de l'autre côté, les bons, les gentils, les impécunieux. Ceux qui sont au service de l'homme et ceux qui sont au service de la marchandise.
Alors on va poser l'hypothèse que tout ce petit monde arrive à vivre ensemble et à cohabiter, en reprenant l'approche de Dominique Volton qui dit que finalement communiquer c'est cohabiter. Alors on va poser cette hypothèse de départ que oui, les marketeurs et le monde de la solidarité arrive enfin à communiquer. Communiquer pour faire quoi ? Justement pour arriver à placer du brand content, du marketing de contenu, du content marketing. Bon, globalement, on va considérer que c'est à peu près équivalent. Et dans un deuxième temps de cette introduction, on va poser un greffon, c'est-à-dire que au sujet le marketing de contenu au service de votre mécénat, on va ajouter le marketing de contenu au service de la stratégie, de votre stratégie de mécénat. Et ce terme stratégique fait que finalement ça pose le sujet dans une perspective un petit peu plus vaste, puisque les doigts de la main sans la main, c'est pas grand-chose. La main sans le cerveau qui l'accompagne, c'est finalement zéro création. Donc il est nécessaire ab initio de réfléchir à la stratégie, et c'est comme ça qu'on va traiter le sujet. Ce sujet de l'importance stratégique finalement du brand content est un sujet en même temps d'actualité. On estime que le brand content, pour les chiffres, on verra mon avocat tout à l'heure, mais que le brand content et le marketing de contenu de manière générale représentent 33% des investissements dans le budget marketing en tous les cas. 86% des organisations orientées B2C, entre autres vous, réaliseraient du marketing de contenu. Bref, on a une couverture qui est quand même assez énorme, et on a l'impression que c'est nouveau pour autant. Alors, nouveau, on va l'employer avec des guillemets, parce que ce nouveau peut être aussi conçu comme étant le résultat à la fois de mutation et comme la réponse à un certain nombre de demandes. Alors, en termes de mutation, je voudrais qu'on parle du fait que les marques dépassent leur dimension marchande, et c'est absolument structurant pour comprendre la suite et le développement du marché du brand content. C'est-à-dire que les marques deviennent maintenant plus qu'un agent d'énonciation du marché, du type je dis ceci parce que je vends cela, et voilà en quoi je suis différent, et voilà quelle est ma promesse, voilà en quoi je suis meilleur que mes concurrents. La marque maintenant devient un agent culturel. La marque devient un agent culturel, elle se positionne dans l'espace public, elle occupe l'espace public. La marque est facteur de socialisation. La marque a vocation, en tous les cas pour celles qui y ont réfléchi, a de plus en plus vocation à changer le monde et à devenir un contenu contenant. On reviendra sur la notion. Et en même temps, un contenant qui est de moins en moins contenu dans le sens contraint. Okay, c'est-à-dire que ce contenant de moins en moins contenu a vocation à se dilater, en fait, à se diffuser, exactement pareil qu'un gaz. Et un autre point particulier du marketing de contenu, c'est que il ne s'accompagne ni de slogans, ni d'accroches, ni d'arguments commerciaux. On se concentre plus sur la vente, on se concentre sur la communication, on se concentre sur la relation. Et justement, on s'appuie, comme d'habitude, sur des éléments identitaires, sur l'ADN de la marque, par exemple. Mais ça veut dire qu'on va passer de la centralité à l'implicite des marques. Avant, les marques étaient au cœur du discours publicitaire. Or, avec le brand content, les marques se trouvent à la périphérie de tout ça. Elles se trouvent à la fois dedans et dehors. En fait, les marques maintenant se trouvent partout. C'est ce qu'on appelle une présence diffuse, en fait, des marques. Et ça, c'est complètement nouveau. Et puis, un dernier point, c'est que les marques subissent un double mouvement. C'est-à-dire qu'on voit très bien, et peut-être qu'on aura les exemples tout à l'heure, que certains supports de marketing de contenu accueillent à leur tour des publicités pour des entreprises tierces, évidemment, qui ne sont pas concurrentes avec eux. C'est-à-dire qu'on a ce double mouvement, ça consiste à dépublicitariser, c'est-à-dire que la marque fait comme si elle n'était pas une marque, mais comme si elle était un agent culturel, un agent social. Et on a un phénomène parallèlement de publicitarisation, c'est-à-dire que les supports accueillent la communication publicitaire d'autres marques. C'est assez étonnant. Alors comment ces contenus sont-ils diffusés ? Back to roots, quoi. Vraiment le truc là, maintenant c'est du basique. Alors comment ils sont diffusés ? Bon, on va pas revenir sur Michelin en 1900 qui faisait du brand content pour faire en sorte qu'on arrive à user ses pneus sur les routes complètement caillassées. Mais aujourd'hui, le guide Michelin n'existerait plus tel qu'il a été
pensé en 1900 parce qu'aujourd'hui, les supports de marketing de contenu sont multiples. Alors, il y en a 7. Jérémy en parlait tout à l'heure. Il abordait les blogs, le newsletter, l'infographie. C'est le top 3. Blog, newsletter, infographie, c'est le top 3 des supports de marketing de contenu. OK. Et ben, si on regarde les 7 principaux supports de marketing de contenu, eh bien, ces 7 principaux moyens sont utilisés par plus de la moitié des organisations. Ça veut dire que, en fait, c'est comme s'il y avait eu massification et finalement ordinarité dans les moyens qui sont utilisés. Et là, la question qui devient maintenant nécessaire, c'est comment réussir à sortir de l'indifférence, c'est-à-dire de la banalité finalement, de la canalité des moyens du marketing de contenu. Au-delà de faut-il en faire, mais c'est plutôt comment il faut faire. Comment il faut faire le premier élément, c'est peut-être de mettre en place une stratégie, une méthode. Parlons plutôt de méthode qui est rigoureuse. Alors, 4 points, 5 points, le truc à l'américaine. 1, tu détermines ta stratégie. 2, tu réalises des contenus. Ouais, c'est pas mal, effectivement. Donc, réaliser la création des contenus, on en parlera tout à l'heure. 3, il faut les diffuser. On va voir qu'on va arriver à un truc un peu plus intellectuel quand même. 4, réaliser une veille. Veille sociale, veille des concurrents. Bon, quoique le benchmark, ça n'a pas une grande utilité, mais en tous les cas, au moins une veille d'actualité. Donc une veille informationnelle. Et 5e point, surveiller les KPI. Donc les indicateurs de performance. Et ces KPI sont directement liés aux objectifs. Alors justement, parlons des objectifs. Est-ce que les objectifs en matière de marketing de contenu sont de convertir ? Est-ce que c'est de provoquer l'adhésion ? Est-ce que c'est de provoquer l'émotion ? Mais en fait, c'est avant tout de générer de la confiance, qui à son tour va générer du earned, okay, le fameux earned media, qui à son tour va générer de l'adhésion, de l'engagement. Et ça nécessite d'entrer en conversation, et cette entrée en conversation va permettre ensuite d'entrer en conversion. Et les contenus, justement, servent à poser ce lien de communication. Voilà donc les objectifs principaux. Et puis les objectifs secondaires vont suivre. Ces objectifs secondaires, ça va être la création d'inbound, c'est aussi du lien, hein, vous me direz. Donc l'acquisition de leads, le travail sur l'image, le travail de l'image aussi, l'éducation des prospects, parce que les contenus souvent mêlent rationalité, émotion, etc. Et ça permet d'accompagner la compréhension de la reason why ou de la reason to believe des parties prenantes, des cibles. Et puis, dernier élément, dans les objectifs secondaires, ça permet de fidéliser les donateurs aussi, puisque le marketing de contenu peut être conçu comme étant une sorte de marketing de la preuve. C'est voilà ce que concrètement on réalise, voilà nos actions. C'est une illustration sans faux fuyant, sans fake news, et c'est presque même une récompense que l'on envoie aux destinataires. Alors, pour reprendre notre réflexion, finalement, la conversion est au cœur de la réflexion portant sur le marketing de contenu. Alors, s'il est difficile de dire ce qui fonctionne à coup sûr, il n'est pas trop difficile de deviner ce qui ne fonctionne jamais. Okay. Et là, il va falloir lutter contre, comme dirait Bronner, les pentes les plus naturelles de notre esprit. C'est-à-dire qu'il y a des trucs à éviter. Il faut éviter le contenu dit snackable, le snacking content, le truc qui ne convertit jamais. Sur marketing professionnel, on a de très bons articles là-dessus. Donc c'est le piège à clic, pour employer une terminologie qui n'est pas vulgaire, du type comment cartonner, le dessous des cartes, la vérité sûre, ce qu'on ne vous a jamais dit sur tel truc. Ok, donc le snacking content. Deuxièmement, à éviter, c'est l'information qui est infobèse. Alors, elle est infobèse parce qu'elle est publiée, republiée, republiée, retweetée, quoi. Et puis, elle est victime désignée et amie de cœur du duplicate content. C'est-à-dire que les contenus sont les mêmes. Et la marque, en fait, babille. Et elle se fait flinguer sur Google en même temps. Donc, gros intérêt. Troisième temps, il faut éviter le contenu qui est sans affinité avec le territoire de marque. Parce que, évidemment, tout est communication en la matière. Il faut éviter aussi les contenus, et je termine avec ça, les contenus auto-centrés, c'est-à-dire le fameux mot du président, dont tout le monde se fout. Le nouveau site web de l'association, même chose.
Pourquoi ? Parce que la marque, justement, pensant échanger, finalement, ne fait que montrer son nombril. Elle confond l'hégémonie avec le partage, et finalement, elle confond le sens unique avec l'échangeur. Donc, de quoi se faire cartonner, bien entendu. Donc, après avoir réfléchi à la stratégie, on va ouvrir une caisse à outils tactique, en fait, 4 grands conseils pour. Premier point, être réactif par rapport à l'actualité. C'est-à-dire qu'il faut miser quasi systématiquement sur du newsjacking. On pourra développer après, comme ça me permet de revenir sur mon temps. Deuxième élément, adresser chaque cible. Ça veut dire qu'il faut comprendre les insights, il faut dresser des personas qui ne soient pas des personas en carton, et il faut s'adresser aux consommateurs en fonction du cycle du don, ce qui est un peu l'équivalent dans l'univers du mécénat, du parcours d'achat consommateur dans l'univers marchand. Voilà. Troisième temps, il faut penser le contenu comme un moyen d'inbound et pas systématiquement comme un moyen de conversion, en fait, parce qu'il y a d'autres éléments. On peut peut-être aussi faire adhérer le consommateur, adhérer intellectuellement à la cause, par exemple, ou à une exposition, ou je ne sais quoi, faire en sorte que finalement il diffuse notre propos derrière, ou peut-être même qu'il s'engage en tant que bénévole. Donc il n'y a pas forcément des objectifs purement financiers derrière. Et puis, raisonner en termes de marketing de manière plus fine, c'est-à-dire que, attention au vocabulaire technique, plus s'orienter sur le nurturing des leads, c'est-à-dire que faire en sorte d'arriver à toucher le consommateur au bon moment, c'est-à-dire que peut-être qu'on a cherché à l'activer trop tôt dans son cycle de maturité, quoi, ou de son cycle de réflexion par rapport à la marque, par rapport à l'association, et donc adapter les moyens en conséquence pour être véritablement certain qu'on va arriver à le convertir, en tous les cas à remplir des objectifs déterminés sur sa tête. Et puis dernier élément, dernier conseil, c'est jouer sur la mixité des contenus, c'est-à-dire mixité des contenus, mixité des canaux de diffusion en même temps, et essayer de miser sur la multidiffusion et en même temps sur la réutilisation des contenus. Bon, évidemment, il faut résoudre la problématique du duplicate, comme on le disait tout à l'heure, mais ça, finalement, ça revient à se poser deux questions. Ça revient à se poser la question d'abord de la durée de vie des contenus, parce que de toute façon, la durée de vie est hyper raccourcie, elle est en tous les cas limitée, et donc du coup, on va basculer très souvent sur des formats courts, et puis des publications fréquentes, et puis ça revient enfin à se poser la question de l'intégration ou de la sous-traitance, de la création des contenus. Et après derrière, quels sont les enjeux pour le brand content en 2017-2018 ? On en parlera tout à l'heure. Alors je voudrais donc conclure. C'est que le brand content, il doit être conçu comme une mécanique de création de valeur. Et c'est cette création de valeur qui, selon Lévy par exemple, va permettre à la marque d'être érigée, en tous les cas pour les meilleurs, pour les plus pérennes aussi, au rang de mythe. Et seul ce mythe permettra en même temps de nourrir les conversations. I had a dream. Permettra de nourrir les conversations qui, à leur tour, arriveront à capter l'attention. Vous avez certainement entendu parler des approches de Georg Frank, par exemple, sur le marketing de l'attention. Donc, seul l'aspect mythique et conversationnel permettront d'arriver à entrer enfin en conversation avec les parties prenantes, plus que d'arriver à leur gueuler dessus dans le cadre d'une approche hégémonique. Donc là, on est sur du soft power, en fait. Le brain power, oui. Le brain content, c'est du soft power. The power is in your hands. Voilà. Bon, merci. Ça fait une sacrée caisse à outils. Une bonne caisse, ouais. Il faut digérer, on aura le temps de revenir sur certaines des notions que tu as évoquées. Nicolas, maintenant je te laisse la parole. Alors, ouais. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Moi, je vais me lever si vous permettez. Je réfléchis mieux en étant debout. Alors, ravi d'abord. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Je suis d'autant plus privilégié que, si j'ai bien compris, je suis le premier à avoir le droit d'utiliser des slides. Donc, je vais essayer de ne pas en abuser. Et être debout aussi. Ah bon, ça aussi, double première. Ouh là là, lourde responsabilité. Mais en même temps, quand on parle de contenu, moi j'aime bien montrer les choses, et je pense que ça mérite qu'on voit, notamment, je pense après la super introduction et le super panorama, rentrer dans le vif du sujet en termes de concret et de contenu, ça mérite qu'on
qu'on le montre. Alors la bonne nouvelle avec ce slide, c'est qu'on ne va pas y passer beaucoup de temps, et surtout que c'est celle qui a le plus de texte des 5 slides que vous allez voir aujourd'hui. J'aimerais que vous reteniez 2 choses de cette slide-là. C'est pourquoi j'espère que j'ai été invité aujourd'hui. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je fais 2 choses. Je produis des contenus. Okay. Bon, a priori, ça sert quand on va faire du marketing de contenu. Et ensuite, j'accompagne des acteurs culturels, en particulier sur leur transformation digitale et notamment la distribution de ces contenus. Ça, c'est la première chose que j'aimerais que vous reteniez. La deuxième chose que j'aimerais que vous reteniez, c'est que le marketing de contenu, et notamment le lien avec le mécénat, ce n'est pas une question de taille. Et ça, on va y revenir plus précisément et plus concrètement. Ça s'applique aussi bien à des petites structures, des petits acteurs, que des moyennes structures, des moyens acteurs, que des grandes structures ou des grands acteurs. Okay. La question, on rejoint avec l'introduction, c'est pas tellement une question de... c'est au moins une question de stratégie que d'exécution. Comme disent certains de mes confrères américains quand je bossais dans des grosses boîtes comme Microsoft ou PayPal, ils me disaient toujours « la stratégie sans exécution, c'est de l'hallucination ». Mais je pense que la question de l'exécution, elle est totalement jouable, quelle que soit la taille de la structure. Okay. Fin de cette slide avec tout le texte. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de 3 exemples principaux qui me semblent assez marquants dans le lien entre marketing de contenu et mécénat. Et évidemment, on pourra ensuite élaborer sur d'autres. Je vérifie juste, parfait, le temps. Donc, je vais vous parler de Rolex. Je vais vous parler de Yuja Wang. Juste par curiosité, qui connaît Yuja Wang? Okay. Donc, je vous raconterai qui est Yuja Wang et pourquoi elle est phénoménale et pourquoi je l'adore et du coup pourquoi elle est dans cette présentation. Et je vais vous parler d'un dernier exemple qui est Total Baroque, dont je me servirai plus particulièrement pour montrer à quel point le marketing de contenu est à la portée vraiment de tous. Et quand je dis de tous, c'est de tous. Alors pourquoi Rolex? Pour le coup, j'espère que... Enfin, j'espère, je ne sais pas si j'espère pour Rolex qu'il y a plus de gens qui connaissent Rolex que Yuja Wang. Ouais. Donc pourquoi Rolex me semble intéressant comme exemple? Pour différentes raisons, le message clé, c'est que je pense que c'est un des acteurs qui aujourd'hui d'abord est extrêmement présent dans le mécénat culturel et par le marketing de contenu, et qui a compris un truc assez fondamental, c'est la notion d'écosystème. Et qui rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le lien entre création de contenu et distribution. Deuxième chose que Rolex a extrêmement bien compris, et on va voir comment ça s'applique dans l'exemple, c'est la notion des valeurs. Ce qu'ils sont, ce qu'ils ne sont pas. Et en quoi ces valeurs drivent la façon dont ils produisent les contenus, ils les distribuent, etc. etc. Okay. Troisième chose que Rolex a super bien compris, je vous l'accorde, ils ont un peu de moyens, c'est cette notion qu'on évoquait tout à l'heure encore de earned media. Okay. Et ce earned media, en fait, il s'insère dans une espèce de... Enfin, pas une espèce, dans un triptyque fameux, en principe, qui s'appelle le Paid, Owned, Earned. Qui est quoi? Qui est qu'à un moment, je suscite un maximum d'intérêt et d'engagement à partir du moment où ce que j'exprime sur mes canaux de distribution, ceux que je maîtrise, rencontre des canaux de distribution dans lesquels j'investis. N'ayons pas peur du mot, le marketing, la publicité. Et finalement, ce earned media qui est, si j'ai bien structuré mon message au bon moment et auprès du bon public, il va être repris et il va être amplifié. Alors, comment ça se passe pour Rolex? D'abord, les valeurs. Donc, ils ont, en tout cas dans la partie art et culture, parce qu'ils ont évidemment ils ont d'autres parties, notamment une partie sportive. Je me suis permis de moins focaliser là-dessus. Leurs valeurs, elles sont très claires. Eux, ils se focalisent sur quoi? Ils se focalisent sur le cinéma, l'architecture, la musique et le mentorat. C'est ça qui les intéresse. Ça ne veut pas dire qu'ils ne s'intéressent pas au reste, mais c'est qu'à un moment, il faut choisir. Okay. Et donc, leur programme de mécénat art et culture, c'est très clair, ça va être, je parle de cinéma, d'architecture, de musique et de transmission de savoir au travers d'un programme de mentorat. Okay. Deuxième élément sur les valeurs,
et on y reviendra parce que ça me semble fondamental, c'est pas un coup de pub, c'est pas un coup événementiel. Si c'est dans les valeurs de la marque, c'est quelque chose qui dure, qui est pérenne, qui se construit, qui évolue et qui vit. Okay. Donc typiquement, le programme de mentorat, qui est assez simple en termes de description, comment ça se passe? C'est un truc qui existe depuis 7 ans maintenant et qui vise à mettre en relation, dans chacun des domaines, un artiste ou quelqu'un de reconnu et un jeune prometteur. Okay. Encore une fois, dans la durée, pérennité. Ensuite, comment ça s'exprime? Donc, vous voyez, là, on est sur le site de Rolex. Owned Media. Ça leur appartient, ils font ce qu'ils veulent. Évidemment, ça ne leur suffit pas. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller là où est l'audience. Typiquement, est-ce que vous connaissez la plateforme Medici? Okay. Medici, une des plateformes principales de diffusion de musique classique et d'opéra sur le web. Bah, les gens qui aiment la musique classique, ils sont là-bas. En tout cas, une partie. Donc, Rolex, qui a son programme, va sponsoriser Medici. Okay. Accessoirement, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est que dans le coin en haut à droite, comme par hasard, il y a une horloge Rolex. Okay. Elle n'est pas là pour faire juste joli ou pour mettre un tampon. Elle est là pour une raison assez simple, c'est que le public de la musique classique, il est international, il est sur plein de fuseaux horaires, il diffuse des concerts qui ont lieu à la Philharmonie à Paris, au Met à New York ou à l'Opéra à Tokyo. À un moment, ça sert de savoir quelle heure il est. Okay. Troisième élément de l'écosystème, le petit carré en bas à droite. Le carré en bas à droite, qu'est-ce que c'est? C'est une vidéo faite par Rolex, hébergée sur la chaîne YouTube de Rolex, et qui met en scène, en l'occurrence, un des artistes qu'ils soutiennent, qui est Gustavo Dudamel. Okay. On peut se dire, ils auraient pu choisir n'importe quel autre chef d'orchestre. Sauf que, qu'est-ce qui fait le lien entre Gustavo Dudamel et Rolex? La première chose, c'est qu'il est chef d'orchestre et qu'ils sont dans la musique classique. La deuxième chose, c'est que Gustavo Dudamel, il est vénézuélien, chef résident au Los Angeles Philharmonic, et qu'accessoirement, depuis je ne sais même plus combien d'années, je vérifie l'heure, on va accélérer, il a une initiative qui s'appelle El Sistema, qui incite les jeunes adolescents à découvrir et à jouer de la musique classique au sein d'orchestres de jeunes. Tiens, comme par hasard, ça rejoint la valeur transmission. Okay. Accessoirement, deux autres, avant de passer à l'exemple suivant, il se trouve que c'est de la vidéo. Pourquoi c'est de la vidéo? Parce qu'aujourd'hui, en matière de consommation digitale, ce que les gens veulent, c'est de la vidéo. On consomme d'autres types de contenus, mais la vidéo a clairement un appeal supérieur en termes de consommation de contenu. Et deuxième chose, comme par hasard, Gustavo Dudamel, il a 950 000 fans sur Facebook. Donc, un peu comme pour Medici, quand on veut aller toucher ce public, c'est là qu'il est. J'accélère un peu. Yuja Wang. 30 secondes pour vous dire pourquoi elle est fantastique. D'abord, elle joue du piano comme objectivement... moi, je n'en ai pas souvent entendu des gens jouer du piano comme ça. D'abord, c'est une vraie virtuose, et puis elle a une fougue incroyable. Comment ça se traduit au niveau de l'individu? Parce que là, c'était Rolex entre des individus, mais aussi des institutions. Là, on est plus au domaine de l'institution. Giorgio Armani est un des mécènes de Yuja Wang. Sur son site à elle, Giorgio Armani apparaît nulle part. Par contre, très clairement, ils ont un programme qui soutient les femmes artistes et qui évidemment associe les femmes artistes à un certain nombre de produits. Donc ils ont lancé un parfum qui s'appelle SI le parfum et derrière ils ont créé leur programme, le SI Women's Circle, qu'ils avaient lancé à Londres avec 5 ou 6 ambassadrices. Là encore, ce qui est intéressant de noter, c'est que
La communication, elle est à la fois sur le site de la marque, à la fois utilisée sur des canaux plus classiques de type RP. Donc je raconte une histoire qui n'est pas juste une histoire de produit, mais qui est une histoire aussi de valeur de marque. Et évidemment, le canal vidéo, lui, est très largement privilégié pour une raison. D'ailleurs, vous voyez, on pourra partager la présentation ou pas? Derrière tout ça, il y a les liens. Je vous invite à aller voir, parce que notamment les vidéos sont extrêmement qualitatives et vous permettent de voir que quand on parle de valeur de marque, même si on fait des choses très bien avec un iPhone aujourd'hui et que pour des plus petits budgets ça marche, pour Armani, il y a quand même une certaine valeur, une certaine attente en matière de qualité. Accessoirement, encore une fois, elle a 38 000 abonnés sur Instagram et 125 000 abonnés sur Facebook. Dernier exemple, je vais me permettre de prendre 30 secondes de plus, donc il va me rester 1 minute. Quand je vous disais que le marketing de contenu est à la portée de tous, c'était pas juste comme ça pour vous dire que vous pouvez tous vous y mettre demain. Ce que je voulais vous montrer, c'est que c'est une communauté Facebook qui s'appelle Total Baroque. Total Baroque, c'est une communauté Facebook qu'on a montée, nous, 3 personnes bénévoles depuis 2 ans. On a monté ça pour une raison très simple. D'abord, on aime la musique baroque, Bach, Vivaldi, Handel. Et en plus, on avait envie de se lancer un petit challenge qui était de dire la musique baroque, a priori, c'est que pour les vieux, ça n'intéresse personne. Et pourtant, au bout de 2 ans, cette communauté, elle rassemble plus de 57 000 abonnés sur Facebook. Et la dernière fois, on a diffusé un contenu, je l'accorde, assez polémique, qui est une passion selon Saint Matthieu, jouée à Hambourg. Les chiffres sont petits, mais globalement, cette publication a été vue par plus de 700 000 personnes. La vidéo a été vue plus de 260 000 fois. Et il y a eu plus de 3000 partages. C'est c'est notre high score. Mais simplement pour vous montrer quoi, qu'on n'est pas nombreux, 3 personnes, pas à temps plein, bénévoles, tout ça. Simplement, quand on est clair sur nos valeurs, la ligne éditoriale, la promesse qu'on passe avec le lecteur, quand on anticipe et qu'on organise, et pour ça, il y a des outils, qu'on le fait avec régularité, c'est-à-dire la promesse, nous, c'est 1 ou 2 contenus par semaine maximum, c'est pas tous les jours, etc. Et qu'on est rigoureux en termes de qualité et de respecter tout ça, bah, ça marche. Et si nous, on y arrive, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas non plus. Et derrière, bah, on commence à avoir des premiers partenariats, des mécènes. La boucle est bouclée. Merci à toutes et à tous et désolé pour la 1 minute et demie supplémentaire. Merci Nicolas. Alors du coup, tu nous parlais d'outils, justement. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples de choses justement qui peuvent permettre de faciliter des structures dans la production et la diffusion de ces contenus? À quel outil tu pensais? Alors, il y en a plusieurs. D'abord, nous, on n'utilise que des trucs gratuits. Donc, je vous dis ça parce que pour 2 raisons. La première, c'est que j'ai rien à vous vendre, en tout cas pas sur les outils. Et la deuxième chose, c'est encore une fois, c'est aussi pour vous montrer que on n'a pas besoin de dépenser des milliers et des cents, en tout cas pour démarrer. Donc nous, on utilise plusieurs choses. Nous, on utilise Twitter, et notamment des listes de Twitter pour repérer des contenus qu'on crée ou qu'on partage. On utilise sur l'anticipation et la rigueur un outil qui s'appelle Trello. Il marche très bien. Et pour tout ce qui est régularité, on utilise aussi simplement que ça les outils de publication de Facebook, à la fois en termes de pré-programmation, mais aussi de gestion des indicateurs de performance. Je n'ai pas insisté là-dessus, mais je crois que c'est un point absolument clé. Je suis un peu maniaque des indicateurs de performance. Voilà, et on utilise aussi de temps en temps, quand on fait des partenariats, les outils de gestion de pub de Facebook.
Il y a aussi la problématique de l'infographie, il y a aussi la problématique du blog, etc., de la newsletter, où là, on ne peut pas avoir des outils gratuits, véritablement, parce qu'ils sont bridés. Si vous avez besoin de 3000 mails par mois, c'est pas possible sur les différents outils ou plateformes d'envoi. Mais moi, ce que je vois sur marketing professionnel, on est un canard de presse professionnelle, c'est à la fois différent, mais quand même assez identique aux problématiques que vous posez. Je reçois beaucoup d'infographies qui sont en fait des slides. Donc, que tout le monde, et là je ratifie totalement ton propos, hein, tout le monde peut mettre en place des stratégies qui performent pour des budgets égal à nano zéro. Mais d'un autre côté, faut jamais faire de compromis avec la qualité des contenus. C'est pas parce que c'est gratuit que l'outil doit générer de la merde. Et donc, quand on confond discours avec bullet point, hein, et quand on confond créa graphique, véritablement infographie, avec un PowerPoint tout simple, bah ça va pas, quoi. Donc voilà, il faut prendre le temps. Il y a peut-être par contre des compromis à faire en disant ok, bah, tant qu'on n'est pas en mesure de sortir des trucs quali, et ben on attend. Voilà. Et là, c'est une problématique essentiellement temporelle. Donc moi, j'ai passé outre sur l'anté-conclusion qui était qu'il fallait aussi être accompagné parce que gérer des contenus, ça signifie qu'il faut être assez épaulé par les managers dans le cadre de la version de la marque qu'ils peuvent délivrer, du budget qu'ils peuvent investir et de la temporalité qu'on peut adresser, quoi. Et c'est vraiment des grosses contraintes. Puis il faut des gens derrière aussi. Moi, je te rejoins, mais alors à 2000%. Et malheureusement, des gens qui, de temps en temps, se disent professionnels, oublient ça. Donc, je vais vous donner un exemple très concret. Sur Total Baroque, on ne publie que des trucs, que des contenus professionnels. Qualité d'image, qualité de son. Il nous est déjà arrivé, à la fin d'un concert qu'on a filmé, qu'un artiste nous demande le concert sur une clé USB pour pouvoir identifier les notes qu'il avait ratées et qu'on les corrige. Ok, légitime. On lui donne le concert pour qu'il puisse identifier les notes et qu'on fasse les corrections. 1h30 après qu'on les lui ait donné, il avait mis une demi-heure du concert sur Facebook. Il voulait corriger le son. Le son était évidemment, pardonnez-moi l'expression, dégueulasse. Okay. Rien n'était monté, la qualité d'image n'était pas optimisée, etc., etc., etc. Et je passe sur les problématiques contractuelles, etc. Donc, résultat des courses, y compris de temps en temps des gens qui sont au cœur du dispositif, sous une espèce de forme de, je sais pas, pression, je veux être le premier, machin, bidule truc, ils oublient exactement ce que tu disais, que au final, la qualité, c'est un élément avec lequel on ne peut pas transiger. Alors, il y a la qualité, et puis, puisque vous me posez la question, il y a aussi la personnalisation des contenus. C'est super important. Et il y a bon nombre d'associations caritatives, j'ai un peu travaillé pour une d'entre elles jusqu'en janvier, qui balancent des contenus qui sont massifs. Donc c'est des trimestriels, c'est gros comme un annuaire. Enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez ce que c'était qu'un annuaire, mais bon. C'est gros comme un annuaire. Et puis, tout le monde reçoit ça, qu'on soit un grand donateur, un petit donateur, un particulier, une entreprise. Bon, voilà, terminé, quoi. Alors qu'il y a quand même possibilité de faire des repiquages. Enfin, ça existe depuis environ les années 50, quoi. Donc, c'est possible. Alors, on parle de stratégie, on parle d'outils, on parle de choix, de priorités, d'arbitrage éventuellement budgétaire à faire pour développer la production et la diffusion de ce type de contenu. Est-ce qu'il n'y a pas une question aussi de repenser un peu l'organisation interne des structures ? Parce qu'aujourd'hui, nous on le voit, les structures, que ce soit dans le domaine de la solidarité, de la culture, fonctionnent toujours en silo, avec parfois des directions de communication, mécénat, public, marketing qui sont totalement déconnectées les unes des autres. Alors qu'aujourd'hui, on voit pour développer et diffuser efficacement ce type de contenu, le mot d'ordre, c'est un peu la transversalité, justement la multiplicité des supports. Est-ce qu'il y a une stratégie globale derrière, en fait, qui est opérée par la structure ? Alors, est-ce qu'il n'y a pas un tournant qui n'a pas encore été pris, en fait, par ces acteurs ? Qu'est-ce qu'il faut pour... Non, on va pas jeter la pierre à Pierre, mais
Même dans les boîtes privées, c'est pareil. De toute façon, donc on parle tous de transversalité et on est encore en silo. Il y a un bon article de Choudary qui s'appelle Pipes versus Platforms, que vous trouverez, je ne sais plus sur quel site d'internet, qui explique bien ça. Donc de toute façon, c'est un problème organisationnel. Voilà. Mais le truc, puis, les entreprises, les organisations de manière générale cherchent à s'atteler à la résolution de ce type d'interrogation. Mais il y a un autre truc, c'est que on considère souvent que c'est un peu l'approche de la 6e République, quoi. C'est qu'en changeant un truc qui est gravé dans le marbre, on a l'impression que ça va changer notre futur et notre mode d'action. Mais c'est pas forcément vrai. Et donc là, souvent, quand tu sais pas quoi faire avec quelque chose, tu mets de l'internet dedans. Donc en gros, c'est ce qu'on appelle la mutation digitale, la migration digitale, tu connais bien. Et souvent, on a l'impression qu'en changeant les outils, on va changer les pratiques. C'est peut-être parfois un leurre. Il faut d'abord commencer par changer sa vision du monde, la partager en interne, et puis à mettre tout le monde en conformité, en configuration d'agir, et puis ensuite on voit si on digitalise ou si on digitalise pas, mais je pense que ça vient qu'après. Moi, pour rebondir là-dessus, et pour donner un ou deux exemples concrets que je vis, je pense que ce que tu disais sur la vision et sur le partage en interne, c'est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que ça donne du sens. Et surtout, à partir du moment où on digitalise, la tendance, ça peut être de dire tout le monde est au même niveau, on a tous les mêmes pratiques. La réalité, c'est que non. Moi, je peux vous donner un exemple. Il y a une institution avec laquelle on travaille. Il y a la chargée de com web. Bon, elle a 27 ans. Elle est là à 2/5. La personne qui fait la billetterie, elle en a 40. Elle est là à 3/5. C'est pas les mêmes 2/5 que la chargée de com digitale. Et la personne qui fait les relations presse, elle a 60 ans. Et globalement, ça fait 20 ans qu'elle gère ses fichiers et sa com de la même façon. Donc à partir de là, si on n'accompagne pas le changement, qu'on donne du sens, ça n'a aucune chance de marcher. Et moi, je le vois, je pensais que, objectivement, quand on a commencé à travailler sur ce sujet, je pensais qu'on allait aller beaucoup plus vite. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, 50% du temps et quelque part des missions sur lesquelles je travaille, c'est ce changement organisationnel, aider les patrons d'institutions à donner du sens et à embarquer leurs équipes dans la vision qu'ils veulent donner. Okay ? Parce que sinon, le truc, il est très simple, c'est que la personne qui fait les RP, elle envoie ces trucs à ses 25 000 emails. D'ailleurs, elle ne mesure pas les retours, donc on ne sait pas ce qui se passe. La chargée de com digitale, elle fait du Facebook, du Twitter à fond la gomme. Ça se recoupe, mais personne sait finalement s'il y en a toujours la bonne personne au bon moment. Et le gars qui fait de la billetterie, il dit moi dans tout ça, vous m'avez oublié, il n'y a jamais un lien qui emmène vers la plateforme de billetterie. Et en même temps, la plateforme de billetterie, elle date de Mathusalem et personne n'a jamais regardé le taux de conversion. Donc tant qu'on n'a pas fait ce travail que tu évoques de vision, donner du sens et partager, et ensuite aider les gens, accompagner les gens dans le changement progressif, pas la rupture, le changement progressif, ça ne peut pas marcher. Et après, il y a le changement dans la maîtrise des outils aussi, comme par exemple le CRM, pour rejoindre ce que tu dis, parce que sans bon CRM, on ne fait rien derrière, quoi. Donc, c'est une sorte de substrat à tous les outils, dont les contenus marketing dont on vient de parler, évidemment. On va maintenant vous laisser la parole. Si vous avez un retour d'expérience à partager ou des questions à poser à nos intervenants, c'est le moment. Merci de vous présenter avant de poser la question. Bonjour, donc je suis Aurélia, je travaille pour l'ensemble Les Dissonances. Voilà, donc j'étais très intéressée par ce que vous disiez, Nicolas, parce que nous, on s'attache au développement digital et notamment à notre communication sur les réseaux sociaux.
pour essayer de faire connaître l'orchestre, mais aussi pour essayer de toucher un public qui ne viendrait pas forcément à la musique classique, mais du fait qu'on est un orchestre atypique, on essaye de les attirer par ce biais-là. Et je voulais savoir quel était le budget, par exemple sur Total Baroque, quel était le budget que vous dédiez ou quelle part ça prend, le budget de sponsorisation des publications sur Facebook. Ravi d'abord. Ravi. Donc, je vais être super transparent. Effectivement, les 57 000, c'est pas que de l'organique, on va dire. Le budget qu'on a investi depuis le début, c'est moins de 500 € par mois. Donc, quand je vous dis qu'on peut faire des choses avec pas beaucoup de budget, c'est pas beaucoup de budget. Après, si on avait mis plus, on serait probablement à d'autres niveaux, mais c'était pas l'objet. Donc voilà. Et juste là-dessus. Mais à la limite, on pourra continuer la discussion après, parce que cette problématique-là, nous, on l'applique aussi à des jeunes ensembles de musique baroque en particulier, qu'on aide dans cette démarche-là. Et voilà, donc tout ça pour illustrer que, objectivement, on peut, comme disent les anglo-saxons, c'est crawl, walk, run. Donc on rampe, on marche et on court. Merci, ouais, mais on sort un peu quand même avec la question, on sort un peu du content marketing pour rentrer dans le paid. Okay, alors que le content marketing, c'est avant tout du owned, qui est diffusé, qui est repris sous forme de earned. Mais pour mieux répondre, ouais. Je suis moyennement d'accord, mais... mais bon, mais pour répondre aussi à votre question, mettre 500 balles sur Facebook, est-ce qu'il vaut mieux pas mettre 500 balles sur Google et rentrer dans un programme de Google Grants à l'origine pour vraiment prendre pied dans le monde de la solidarité, quoi. Voilà. Donc, il faut d'abord développer la visibilité par d'autres moyens, le trafic par d'autres moyens, que de commencer à injecter 500 balles, parce que 500 balles, vous en retirez quoi après derrière? Est-ce que vous allez avoir 500 balles de billetterie ou rien? Sur Facebook, ça va peut-être convertir à 0,2. Donc 0,2, il faut vraiment vendre la place très très cher, quoi. Voilà. Mais vous construisez pour l'avenir. En tous les cas, c'est comme ça qu'il faut le vendre à l'intérieur de la boîte. C'est un investissement. Jamais de dépense. Bonjour, Caroline Colombe du service du mécénat du Louvre. Moi, j'avais une question sur la durée de vie des supports. Vous avez mentionné qu'ils n'avaient pas tous une durée de vie égale et que ça pouvait être assez court. Est-ce que vous avez des supports aujourd'hui qui vous semblent plus intéressants et plus durables que d'autres? Notamment, vous parliez du fait que tout le monde peut faire un peu des infographies et qu'il faut trouver un peu le sens. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Est-ce que vous avez des recommandations sur des types de supports qui ne sont pas encore trop banalisés et qui sont plus intéressants que d'autres? Je dirais que la durée de vie des contenus, parce que vous travaillez au Louvre, est aussi fugace que le regard qu'on peut porter dans un miroir quand on va voir l'expo au Louvre-Lens. Oui, bonne, ouais. Mais je crois qu'il faut surtout être là où on ne vous attend pas. Voilà. Et j'ai cherché c'est marrant que vous soyez là en posant la question. J'ai cherché du contenu pour l'expo que j'ai vue au Louvre-Lens, justement, et il n'y a rien. Voilà. Le contenu, il est dans la presse locale. Le contenu échappe, en fait, à la marque. Alors, c'est bien qu'il échappe à la marque, parce qu'il est construit lorsqu'il a été pondu, initié par la marque, pour lui échapper. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de owned, avant tout, pour viser le earned. Et donc, du coup, la durée de vie du contenu est directement liée au nombre de relais que vous allez pouvoir avoir. Et c'est ce qui va créer l'éternité des contenus, finalement, parce qu'il va y avoir une sorte de sédimentation. Donc, il faut réfléchir à deux choses. Comment arriver à vectoriser, à diffuser suffisamment le contenu pour pouvoir le faire reprendre largement et donc travailler dans la durée, et puis comment on construit les contenus pour qu'une couche en rajoute à la précédente.
pour qu'il y ait véritablement une vision sur les contenus. Okay. Maintenant, il y a des contenus qu'on conserve et il y a des contenus qu'on mange tout de suite. Les contenus qu'on mange tout de suite, c'est des contenus qui sont sucrés. Enfin bon, il y a plein de trucs sur les sites américains. On dit que d'abord on mange le sucré en premier et puis que du coup on bouffe son repas et puis qu'à la fin on tape du coup de sucré. Donc c'est ce qui crée l'infobésité. Alors, mais d'un autre côté, pour vous, c'est pas mal non plus, quoi. De temps en temps, faut faire du sucré, de temps en temps, faut faire du sérieux. Le sérieux, c'est conservé. Je sais pas, sur la musique classique, par exemple, si vous avez des sortes des contenus qui vont porter sur les instruments, sur une pratique instrumentale par exemple, etc. Effectivement, c'est pérenne, des éléments auxquels vous allez pouvoir vous référer systématiquement parce que finalement vous construisez un trajet, quoi. Donc le coup, par exemple, pour l'expo Miroir, c'est pas une question de parler seulement de miroir. Ça va être périssable, parce que l'expo va finir par s'arrêter. Mais par contre, c'est philosophiquement la façon... philosophiquement, l'intérêt porte sur le regard que l'on porte, aux œuvres. Et ça, c'est totalement intemporel. Ça peut fonctionner pour toutes les expos, finalement. Et voilà, donc arriver à organiser les contenus entre l'éphémère et puis ceux qui sont à sédimentation plus longue, je pense. Voilà. Juste un petit commentaire très rapide. Je suis totalement d'accord. Je pense que les deux vont ensemble. C'est-à-dire qu'en plus, on est dans un domaine où le patrimoine, c'est quelque chose. Il y a un patrimoine de contenu que vous construisez au fil de l'eau. Après, y compris des contenus éphémères, ils contribuent à ce patrimoine. C'est-à-dire que je donnais l'exemple de Yuja Wang. Elle fait pas mal de trucs sur Instagram, plutôt éphémère. Okay. Sauf que quand je regarde son feed Instagram des 2 dernières années, il se dégage 3 trucs. Je suis une pianiste, je suis une fan de mode, et je suis une citoyenne du monde. Et donc au final, cette accumulation de contenu éphémère contribue à créer, renforcer, développer son patrimoine de valeur. Ouais, puis je pense que on a aussi tendance à raisonner en termes de branding content sur de la vidéo, sur des contenus qui sont écrits, etc. Mais on peut aussi aborder les événements. Et là, c'est exactement pareil que pour les marques dans l'univers marchand. C'est-à-dire que quand la personne a assisté à un événement, qu'est-ce qui lui reste à la fin ? Alors, on va dire de manière hyper théorique qu'il lui reste une expérience inoubliable, de l'émotion, etc. Ouais, ok, mais concrètement, il y a quoi ? Et s'il a envie de donner, si cette personne a envie de donner, qu'est-ce qui se passe ? Et si elle a envie de se référer à cet événement et avoir des recherches complémentaires, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a un espace qui est réservé sur le site web, auquel cas ce serait comme si vous étiez chez Darty ou sur un autre site marchand ou sur Amazon, on vous identifie, on vous propose d'autres contenus qui sont en rapport avec vos centres d'intérêt, même si ce n'est pas forcément sur le Louvre, mais que c'est peut-être sur le musée des Mines ou c'est sur un mémorial de la Grande Guerre. Voilà. En fait, il faut diffuser et il faut apprendre à ne plus posséder, quoi. C'est important, ça. Donc, il y a différents... il y a des grands schismes, en fait, il y a des grands bouleversements. C'est que l'argent ne se gère pas pareil, les bons hommes ne se gèrent plus pareil, le temps ne se gère pas pareil, et les contenus non plus, quoi. On vit dans un monde liquide, hein, c'est difficile. Il faut partager. Et si vous, dans le domaine de la solidarité, si vous ne partagez pas, d'abord, on est mal barré, et en plus, c'est une sorte de mise en abîme de votre questionnement. Moi, j'avais une question à poser, particulièrement c'était suite à des échanges que j'avais pu avoir avec une grosse association humanitaire qui me disait, nous, le problème qu'on a, c'est qu'en fait, toutes les assos, on communique beaucoup sur la cause, toujours sur la cause, sur les bénéficiaires finaux, mais en fait, finalement, on ne sait pas se différencier. On ne communique pas tellement sur l'asso, qui on est, comment on travaille, qu'est-ce qu'on fait. Donc, et comment, en fait, en termes justement de marketing de contenu, ces grandes associations peuvent se différencier de l'une de l'autre dans la manière dont elles travaillent, dans ce qu'elles apportent, sachant qu'elles travaillent toutes pour une cause commune. On va parler d'un gros dégueulasse.
qui s'appelle Total. Et de son cousin Elf. Et donc, dans les années 90, il massacrait, en Afrique, il massacrait une tribu qu'on appelle les Ogoni. Et à tel point, d'ailleurs, qu'il y a un bouquin qui est sorti dessus, il est massacré à la tronçonneuse, enfin, le truc hyper gore, à la limite, je sais pas, peut-être qu'ils avaient des parts dans l'industrie d'Hollywood, mais bon. Et il y a un bouquin donc, qui est sorti, et Total a dit, oh là, mais il faut quand même faire quelque chose. Total Elf, il faut faire quelque chose. Et donc, ils ont fait rentrer dans la barque, en fait, ils ont pris des actionnaires témoins. Voilà. Pour leur montrer comment ça fonctionnait en interne. Et puis, plus tard, on a appelé ça la transparence. Voilà. Donc, du coup, la question que Thérèse pose, c'est finalement comment arriver à partager l'interne, c'est-à-dire à faire preuve de transparence. Et là, on retombe dans le débat classique, mais peut-on tout partager? Est-on véritablement transparent? La vérité existe-t-elle? Est-ce qu'il n'y a pas des fake news internes et corporate? Bon, voilà. Donc le truc, c'est encore une fois un bâton un peu, on ne va pas le qualifier, mais enfin une transmission assez difficile. Mais les outils ne peuvent pas permettre de résoudre jamais. Et ces outils ne peuvent permettre de résoudre des problématiques qui sont stratégiques, parce que c'est ça finalement. Donc là, c'est de la communication corporate. Et le marketing de contenu n'est qu'un des champs d'intervention, des champs outils instrumentaux de la communication corporate. Donc il ne peut pas prétendre, le marketing de contenu ne peut pas prétendre solutionner un périmètre plus vaste. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, ça contribue à ça. Mais pas forcément. Donc on peut mettre en place, je ne sais pas, si la structure s'y prête et qu'on peut récupérer de l'open data, par exemple. Okay. Et on fait de la mise en chart, de l'infographie, du traitement de données, de la data visualisation, pour en prendre un gros mot, et puis que l'on envoie, mais à qui? Je veux dire à tout le monde, aux grands donateurs, seulement aux entreprises, seulement à ceux qui peuvent comprendre. Enfin bon, c'est l'enfer en fait. Mais il faut peut-être commencer. Oui, il faut peut-être commencer. Alors par quoi vous commenceriez, vous? Justement, s'il fallait finalement... partager à l'externe les modes de fonctionnement en interne de l'organisation qui vous paye. Bonjour. C'est juste une idée, parce que je connais, enfin c'est pas une organisation, mais il y a PVCI, qui est Pierre et Vacances Immobilier, qui a fait une expérience comme ça, qui a très bien marché, en créant des communautés d'ambassadeurs, de collaborateurs, et il a fallu en interne, évidemment, former, etc. Mais ça a très très bien fonctionné pour une niche, hein, et je me demandais si ça pouvait être utile pour certaines organisations de créer une communauté d'ambassadeurs pour parler de ces valeurs et de ce qu'on fait sans filtre. Du coup, c'est plus de la com corporate et très institutionnel. Voilà. Ouais, sans filtre. on dirait spectacle d'un humoriste qui n'en est pas un. Ouais. C'est intéressant, ouais, mais il y a toujours... il y a un bouquin qui a été publié là-dessus, c'est l'ère du soupçon. Il y a toujours un soupçon que les personnes en question sont à la solde du... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et finalement, on a un contre-effet. Mais d'un autre côté, c'est très péremptoire de considérer ça, et c'est bien que Pierre et Vacances ait fait ça. Donc de toute façon, on peut récupérer l'idée, et puis placer le truc dans une sorte de... Enfin, en lien avec faire en sorte que ce soit observé en tous les cas, mais il faut que ce soit calé sur des KPI aussi, parce qu'il faut bien que ça serve à quelque chose, le bousin. Il ne faut pas simplement mettre des gus et puis leur payer des jetons de présence. Enfin, voilà. Et donc, faut les animer, ces mecs-là. Et puis, si déjà en interne, c'est un petit peu grippé, donc on arrive à 2 problèmes à résoudre, quoi. Vous voyez ? Et puis finalement, vous voyez bien que les observateurs extérieurs sont en train de constater que chez vous, c'est une fourmilière, quoi. Bon, alors il faut déjà être irréprochable pour pouvoir... Donc finalement, c'est peut-être le stade suprême de l'organisation. C'est une fois que déjà on est super bien calé, comment on fait pour partager le fait que nous sommes très très bien calés et que ainsi on est différent des autres associations. Mais je pense que le problème que tu évoquais au départ sur le fait que les associations communiquent énormément sur les causes, ça c'est
le problème numéro 1 à résoudre. En quoi, pour revenir dans le sujet, en quoi le marketing de contenu permet-il aux associations qui l'initient de se différencier entre elles ? En fait, la première étape, c'est que tout le monde réfléchit à est-ce qu'il faut, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, est-ce qu'il faut en faire du marketing de contenu ? La réponse est ouais, ok. Donc tout le monde en fait. Oui, mais tout le monde en fait donc, avec les mêmes trucs, puisque tout le monde a accès aux mêmes chiffres en disant il y a les newsletters, il y a les blogs et il y a l'infographie. Voilà. Donc c'est quel biais on prend, en fait ? Parce qu'il faut travailler ce biais, là, justement. Moi, je sais pas si c'est le biais, mais l'angle. En tout cas, voilà. La question, c'est quelle histoire on raconte. C'est-à-dire que moi, un journal quotidien qui tout d'un coup va m'expliquer comment fonctionne son imprimerie, ça m'intéresse pas du tout. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment, je pense que la vraie question, c'est en quoi, si les associations font les choses en interne différemment, c'est en quoi c'est intéressant pour le public auquel on va s'adresser. Je veux dire, quand j'étais chez Microsoft, on avait des processus financiers géniaux, juste ça n'intéressait personne. Donc je pense que la vraie question à laquelle il faut répondre, c'est en quoi ce que l'association a envie de raconter intéresse quelqu'un et comment ce quelqu'un, derrière, j'arrive à le toucher avec du marketing de contenu ou avec tous les autres canaux que tu évoquais pour transmettre l'angle, la ligne éditoriale, le contrat de lecture, les valeurs que j'ai envie de véhiculer. Ouais, les valeurs que tu as envie de véhiculer. Voilà. C'est-à-dire que le point clé, c'est quelle est votre identité, en quoi vous croyez, quelle est votre mission, quelles sont vos valeurs. Une fois que ça a été résolu, on va pouvoir commencer à travailler sur le marketing de contenu. Sinon, on va faire que de l'instrumentalisation. Ouais. Oui, mais pour définir les valeurs et ce qui porte la structure en général, je pense que dans cette salle, on n'est pas tous en posture de direction générale. Et donc, parfois, il faut aussi qu'on puisse arriver à porter de la base les innovations et surtout le marketing de contenu qui n'est pas forcément quelque chose qui est hyper évident pour des directions qui n'ont pas cette culture-là. Est-ce que vous avez des conseils pour qu'on puisse faire émerger depuis l'intérieur une dynamique positive et constructive de marketing de contenu ? Moi, je dirais, si je peux me permettre, j'ai un petit conseil. Sans revenir en mode sur des trucs bateaux, start-up, agile, design thinking, etc. Le seul conseil, hyper pratico-pratique, commencez par un exemple, un truc hyper concret, dans lequel vous croyez à fond, et réintégrer-les dans quelque chose qui est quand même communément admis. C'est-à-dire que voilà, si normalement, il y a quand même 2-3 valeurs qui doivent être suffisamment claires et suffisamment larges. Donc à un moment, moi je crois beaucoup, parce que j'ai quand même bossé dans des environnements très variés, je crois beaucoup à la preuve par l'exemple. Montre-moi que ça marche. Montre-moi comment ça s'inscrit dans une big picture. Montre-moi quel KPI j'ai. Et KPI, ça peut vouloir dire plein de choses. C'est pas forcément, ça peut être vendre des billets, ça peut vouloir dire j'ai touché, je peux te montrer que tel journaliste a reçu machin. Ça peut vouloir dire plein de choses. Mais montre-moi les KPI et après, ok, si je suis dans une direction générale ou responsable de service, etc. Ok, ton truc ça marche. Maintenant, on grossit. Et on l'étend, et on l'étend, et on l'étend. Et après, peut-être qu'effectivement, c'est, comme on le disait, on va prendre quelqu'un pour venir nous accompagner et systématiser la démarche, la faire à plus grande échelle, nous aider dans le changement, etc. Bon, en conclusion, vous avez du pain sur la planche. Il faudrait presque qu'on organise des ateliers à la suite des conférences pour essayer de faire mûrir un peu toutes ces réflexions-là. Merci à Nicolas et merci à Serge-Henri pour tout ce regard et cette réflexion très riche en idées qui, on l'espère, ont été inspirantes pour vous.
Comme Thérèse l'a dit, donc, vous pourrez retrouver la conférence en podcast sur notre blog dès la semaine prochaine. Et puis on espère vous voir à une prochaine session de 12. Et pour celles et ceux qui le souhaitent, on se retrouve à côté pour un café et puis continuer à échanger sur le sujet. Merci. Merci beaucoup.